peli kwe kombio kisokwe Fungo nyingi okulumo kurugo Fungo nyingi odununya kurugo Fungo nyingi okulumo kurugo Fungo nyingi odununya kurugo Effectivement, si dès que tu dis autre chose que l'agriculture qu'on fait actuellement en France est une agriculture extraordinaire et magnifique, devient une provocation. Dès que tu sors de ça, ça devient une provocation. Effectivement, je suis un provocateur, comme beaucoup. Mais sincèrement, tu as vu la journée qu'on a passée. On n'est pas allé sur des trucs sortis de l'esprit. Nos anciens, avec leurs outils, avec leur contexte, dans leur forme, faisaient largement autant que, et allaient largement, et même beaucoup plus loin que nous, ce qu'on a proposé aujourd'hui en matière de relation à l'arbre, en matière de fonctionnement, de démarche, de lien au vivant, enfin tout ça, quoi. C'est évident. Les motivations personnelles que j'avais pour Mission Bocage, c'est que sur le territoire sur lequel je suis né et que j'ai grandi, je voyais deux choses. Une absence de prise en compte des arbres, dans tout, dans l'agriculture, dans la gestion de développement, le routier, l'urbanisme, enfin partout. Et puis il y a un truc qui m'énervait aussi, c'était qu'on maltraitait les arbres. Et ça, moi, j'avais un attachement, je sais pas d'où il vient, sans doute de mes parents, et qui m'ont rendu sensible à la nature et puis au vivant, et peut-être un peu plus personnellement sur les arbres. Et je voyais comment on se comportait, on taillait, on broyait les bords de route, enfin des choses qui n'étaient pas pires qu'ailleurs. Bien, c'est pas de ça qu'il s'agit, j'étais pas sur le pire des territoires, mais malgré tout des choses qui aujourd'hui n'allaient pas dans le bon sens. Et moi, je pouvais pas rester comme ça, inactif, donc je souhaitais bouger, quoi. Je trouvais dommage, on avait des arbres sur le territoire et on avait besoin des arbres pour tout ce qu'on faisait sur le territoire, en agriculture comme pour le reste, mais on les comprenait pas, on les intégrait pas à la réflexion, se posait pas suffisamment la question de ce qu'on pouvait faire avec ou comment fallait les faire évoluer ou les transformer dans chaque projet. On faisait une route, on se préoccupait pas des arbres, fallait que ça passe là. Moi, étant forestier de formation, je savais tous les services que les arbres pouvaient rendre. Je savais, et je voyais que finalement ces services-là, on en avait besoin chez nous, mais que personne ne les défendait, personne ne les prenait en compte, personne œuvrait et s'activait dans ce sens-là. J'avais le sentiment de ressentir ou de connaître ça et que personne autour de moi partageait ça. Donc à un moment de temps, il faut se dire comment on le fait partager. Eh bien, soit on le fait tout seul, soit on le fait sous une forme associative. Moi, je trouvais ça plus cohérent, plus logique et plus sympathique que ça se fasse d'une forme associative, justement pour faire connaître, faire savoir ces idées-là, tous les intérêts de l'arbre, que ce soit des intérêts techniques, c'est-à-dire le brise-vent, enfin toutes ces choses-là, le besoin ou sa capacité à produire de l'énergie, et c'est bien dommage qu'on ait autant maltraité les arbres auparavant, parce que du coup, quand on a eu besoin de cette biomasse, on ne l'avait plus, on l'avait sacrifié et saccagé. C'est-à-dire que si vous taillez pendant 20 ans à coups de broyeur une haie en la ramenant dans ses plus petits volumes, eh bien 20 ans après, elle n'a rien produit. Tandis que si vous aviez accepté, concédé de laisser 1 mètre de plus à cette haie en épaisseur, et de ne pas tailler ni broyer le dessus, vous auriez eu 200 mètres cubes de bois au kilomètre, sans rien faire de plus. C'est une biomasse énorme, c'est une valeur, c'est une richesse, et puis c'était du carbone stocké. Tous ces problèmes-là, on les a aujourd'hui. Tous ces besoins-là, on les a aujourd'hui en x10 même. Il fallait impérativement commencer à sensibiliser, à diffuser ce genre d'informations, et puis à aussi connaître un peu la réaction, la réceptivité de ce genre de message. Alors évidemment,
on était dans des années très productives, où on était dans l'intensification de l'agriculture, il fallait y aller, il fallait, pourquoi pas des arbres, mais pas que ça embête, là où ça ne devait pas gêner. Hein. Donc à chaque fois, on trouvait une bonne raison pour que l'arbre, il embête. Mais chez un certain nombre d'agriculteurs, pas la majorité, mais un certain nombre, ils ont commencé à percevoir les effets assez rapidement, ou à imaginer, ou à avoir conscience des effets qu'on allait avoir à moyen terme, à long terme, de la suppression, de la dégradation de ces éléments-là. Que ce soit sur l'érosion des sols, que ce soit sur le brise-vent, enfin peu importe, bien des agriculteurs, bien des habitants du territoire se sont rapidement dit quand on les contactait ou quand on conversait avec eux qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup on est passé d'une volonté de faire connaître, de sensibiliser, de faire savoir, à aussi une structure où on était dans l'accompagnement du faire, c'est-à-dire de l'action, de la replantation, du service. Donc ça, c'était aussi important pour nous de rapidement ne pas être simplement dans l'incantation, il faudrait que, ce serait bien, mais rapidement de passer dans une démarche directement et immédiatement pratique et pragmatique. Là, il y a besoin d'arbres, là, il faut en remettre, là, il y a des sols à fixer, il y a des pentes, là, il y a du brise-vent à faire, eh bien, on replante. Voilà. Donc, on a commencé principalement, les demandes étaient plutôt dans ce sens-là par ici, au niveau des agriculteurs, sur de la replantation. Donc moi je m'appelle Yves Gabory, je suis le directeur de Mission Bocage et Mission Bocage propose un certain nombre de services de replantation de haies, d'agroforesterie, de petits bosquets, de pré-vergers, d'alignement, enfin les arbres sous toutes leurs formes dans des systèmes ruraux. On propose aussi des diagnostics bocagers à plus grande échelle, des plans de gestion pour les exploitations où là il s'agit à la fois de faire l'état des lieux de l'existant, et à partir de cet état des lieux, de définir ce qu'il y a besoin en complémentation, la façon de complémenter, est-ce que c'est la repousse naturelle ou est-ce qu'il faut replanter, de définir des pratiques de taille et de gestion qui soient des gestions douces et respectueuses, qui n'aillent pas à l'encontre et contre nature du végétal, qu'on n'aille pas contre nature, de restaurer ce qui est trop dégradé, les arbres têtards par exemple, enfin des choses comme ça, et puis enfin qui définit aussi des actions de récolte, parce que dans les paysages ruraux agricoles, quand l'arbre est présent, il faut inévitablement à un moment de temps passer par une phase de récolte, qui ne doit pas être totale, qui ne doit pas être systématique et complète, mais qui doit être raisonnée, réfléchie, dosée, étalée dans une rotation qui doit être basée sur la productivité de tous ces arbres dans l'année sur l'exploitation. On fait aussi du conseil en aménagement de milieux naturels, donc ça c'est important parce que bien souvent les milieux naturels qui sont conseillés sont les milieux naturels remarquables. On a eu facilement à trouver des structures pour conseiller sur des zones humides, sur des prairies sèches. Il existe un certain nombre de structures pour faire des conseils très pointus sur tous les espaces naturels sensibles. Mais le bocage, c'est que depuis très peu, et parce qu'on a un appauvrissement du bocage ces derniers temps qui s'accélère, malheureusement, qu'on commence à le prendre en compte comme un espace naturel à préserver. Il devient de plus en plus sensible, de plus en plus menacé, donc on a un certain nombre de conseils dans ce registre-là, notamment de conduite de travaux. La restauration d'arbres têtards, ça c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'on a un héritage fabuleux d'arbres magnifiques et il faut absolument ne pas les tailler comme autrefois, ni trop fortement avec les nouveaux engins, les nouvelles pelles, parce qu'on pourrait les faire mourir, et parfois on en fait mourir. Donc il faut, sur des vieux têtards, des techniques spécifiques de restauration. On fait des formations auprès des jeunes, des moins jeunes, des scolaires, des agriculteurs. On accepte et on partage tout un tas de formations
On fait du plessage aussi, ça c'est très très important. C'est des vieilles techniques de tressage qui existaient entre les brins de haies pour contenir et séparer les parcelles et éviter que les animaux passent de l'une à l'autre. Avant le barbelé, on n'avait pas autre chose que les brins de noisetier ou de châtaignier. Et donc ce plessage, qui était une pratique ancienne, risque de retrouver de l'intérêt, peut-être au travers de nouveaux besoins sur l'affouragement par exemple, avec des ligneux, parce qu'on a des périodes de sécheresse de plus en plus fortes avec le changement climatique. Et l'été, les seuls fourrages qu'on ait de verre à mettre à disposition dans les prairies par chez nous, ce sont les feuilles de haie. Et puis enfin, la dernière activité qu'on anime énormément, c'est toute la valorisation d'une filière bois-énergie. Pour nous, c'est important, et ça, depuis la question de l'installation de chaufferies dans des sites opportuns, c'est-à-dire que le bois demande un type de besoin en énergie bien particulier. Le bois, oui, tout à fait. Le bois demande un... Oui, parce que si on veut, par exemple, il faut deux choses. Il faut une grosse consommation, un gros besoin d'énergie pour installer une chaufferie bois. Hein. Et la deuxième chose, c'est un besoin permanent. Si je prends un exemple qui n'est pas bon, c'est une église. Une église, on va avoir besoin de la chauffer 1 à 2 fois, 3 fois par semaine, 2 heures. Allez. Bien évidemment, c'est un gros volume, donc un gros besoin d'énergie, mais trop ponctuel. Donc là, on n'arrivera pas à le faire avec du bois. Par contre, une piscine, là, il y a besoin d'énormément d'énergie, de température, de chaleur pour chauffer l'eau, pour chauffer les locaux, etc. Et c'est permanent. Parce on chauffe la piscine toute la semaine pour les scolaires, le week-end pour les compétitions et autres, donc on a tout le temps besoin d'énergie et c'est très très consommateur. Et en fait, les installations bois, elles sont beaucoup plus coûteuses à l'installation, mais beaucoup moins chères en énergie. Donc la rentabilité se fait sur le volume consommé global. Donc il faut inévitablement pas avoir trop d'investissement à faire, ni trop peu de consommation. Donc c'est pour ça qu'on cible bien les installations de chaufferie. On est reconnu par l'ADEME et la région des Pays de Loire pour faire ce conseil auprès des collectivités, auprès des entreprises. On peut aussi chauffer des bâtiments d'entreprise, etc. Et donc on analyse à partir des besoins des bâtiments, du demandeur, on analyse ses besoins, on regarde si déjà on ne peut pas éviter un peu de consommation, parce que ça arrive des fois, hein, des murs passoires, un manque d'isolation, des fenêtres pas assez isolantes, enfin voilà. Et puis après, une fois qu'on a réfléchi à ça, on regarde toujours les besoins, on regarde aussi autour si on n'a pas d'autres bâtiments qu'on pourrait chauffer, parce que là on fait ce qu'on appelle des réseaux de chaleur, et là on devient encore plus performant. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Et puis après, on peut installer le bois. Et puis maintenant, on est même sur des mixtes bois, solaire, bois géothermie profonde, enfin des énergies très intéressantes avec des mixtes où finalement, il faut qu'on arrive à se détacher de la dépendance énergétique pétrolière et du gaz. Parce qu'en ce moment, si on laisse les choses filer tranquillement, on est en train de remplacer le fioul par le gaz, mais on n'en est pas plus autonome. Donc on a une fragilité à ce niveau-là. Donc il est très intéressant quand même de développer les chaufferies bois sur les territoires ruraux avec un approvisionnement local. Après, l'approvisionnement local peut venir en partie du bocage ou entièrement, peut venir des déchets de bois, du recyclage des palettes, enfin il y a plein de sources. De la forêt, bien évidemment. Hein, voilà. Donc Mission Bocage est née en 91. En fait, voilà, j'avais fini mes études forestières. Je souhaitais revenir sur le territoire. C'est pas un territoire forestier, donc c'était très difficile de trouver un emploi forestier localement.
Et pour autant, c'était un paysage où il n'y avait que des arbres, quoi, parmi les champs, qui avaient besoin de gestion, de conseils. Donc voilà, ça a cheminé. C'est aussi des opportunités de rencontre avec deux structures, le CRDA des Mauges et le Carrefour des Mauges à l'époque, qui ont fait qu'on a réfléchi et développé au début une utopie qui est devenue une réalité, de créer une structure pour apporter du conseil sur les arbres bocagers. Donc au début j'étais tout seul et puis finalement ça a énormément intéressé autour. Donc il y a eu de plus en plus de demandes et au bout de 2 ans il a fallu qu'on passe à 2 et progressivement ça s'est développé avec les services qui se sont développés de plus en plus nombreux, plantation puis après tous les autres, pour aujourd'hui arriver à une structure toujours associative. Le bureau, le conseil d'administration, ce sont des habitants du territoire, des élus, des agriculteurs, des passionnés de l'arbre qui décident des grandes orientations, qui sont autonomes dans leur pilotage et qui me confie et nous confie la mise en pratique, la mise en musique de ces choix-là. Donc à nous, après, de faire le nécessaire pour développer les axes qu'ils ont envie. Par exemple, les fruitiers, les fruitiers locaux, voilà, le plessage, enfin ce que j'ai dit déjà. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez planté plus d'un million. Alors aujourd'hui, oui, on a dû passer 1 200 000 arbres. Hein, De planter sur le territoire. Oui, depuis que Mission Bocage existe, sous toutes les formes, hein, des haies, des bosquets, etc. Et c'est déjà une belle chose. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que dans le paysage, ça se voit. Ce qu'on a planté est plutôt resté. Il y a eu des destructions, des arrachages, mais très peu sur les plantations, c'est beaucoup plus sur les haies existantes, les anciennes haies. Donc ça, c'est heureusement qu'on a planté ce 1,5 million d'arbres, à peine, pardon, parce qu'autrement, on aurait encore une situation plus dramatique que ça. Maintenant, le grand regret, pendant qu'on faisait ces efforts de replantation, c'est qu'on a toujours eu de l'arrachage qui n'était pas tout le temps raisonné. Et encore aujourd'hui. Enfin, voilà, on a encore des fois des situations où on constate des arrachages dans des zones où c'est se tirer une balle dans le pied. Quand vous êtes dans une pente et que vous enlevez la haie, inévitablement, vous allez avoir la terre qui va descendre, de l'érosion, des problèmes dans la capacité à produire, à cultiver dans cette parcelle-là. Et pourtant, on a arraché la haie pour la mettre en culture. Donc ça va à l'encontre de l'objectif premier de l'agriculteur. Ça veut dire qu'il ne l'a pas pris en compte dans sa réflexion et que s'il avait voulu vraiment prendre en compte à la fois son objectif de mise en culture et la présence de la haie, il aurait forcément tenu compte du facteur érosion dans le cas que je vous parle, et là, inévitablement, il aurait été obligé de la maintenir, voire même de la conforter. Alors effectivement, ça ne répondait pas aux standards de mise en culture des parcelles où on va être sur des champs de 15 hectares, bien rectilignes, d'une géométrie parfaite, mais qui vont avoir une productivité de quoi ? De 10 ans, de 15 ans, et on voit que ça baisse tous les ans. Donc non, il va falloir réparer ça rapidement. Il va falloir revoir un peu l'esprit dans lequel on imagine l'agriculture de demain. Ce qu'il faut dire aussi pour Mission Bocage, c'est que c'est une structure qui, au fur et à mesure de son évolution, a renforcé son parti pris. Notre parti pris à Mission Bocage, c'est celui de croire que sur notre territoire, on ne peut pas faire durablement de l'agriculture, on ne peut pas faire durablement du développement, même industriel, peu importe lequel, sans l'arbre. Et que c'est dans un esprit agroécologique, d'agroforesterie, que l'on s'inscrit. Planter des arbres sans plus de signification, sans plus d'intérêt, d'impact dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on vit chez nous, ce serait à terme, je pense, pas aussi efficace que ce que nous on veut faire, c'est-à-dire que les arbres plantés aident les gens à développer, à se développer, aident le territoire dans son image, dans son attractivité, pour y vivre, pour y séjourner, hein, le tourisme, etc. Voilà, c'est dans ce sens-là.
en haie, il y aura Irène qui sera responsable, donc c'est mon ouvrière. Donc attention, elle est pas facile. Un tiers, donc 2 tiers sur la haie et 1 tiers sur l'agroforesterie. On va tous commencer sur la parcelle qui est là-bas, comme ça on va dispatcher là-bas, puis comme ça on va pouvoir se réchauffer. Ah bah oui, Peut-être une des particularités aussi de Mission Bocage, c'est que notre approche, elle est sur l'arbre, mais elle est d'abord auprès des hommes. Et c'est d'abord avec les hommes qu'on parle. Le premier président de Mission Bocage, Jean-Marie Breteau, il avait une phrase, c'était qu'il disait qu'il fallait d'abord que les arbres soient plantés dans les têtes avant de les planter sur le terrain. Et ça résume tout. C'est évident que tout un chacun est autant en capacité qu'un autre d'observer, de comprendre, de voir le bon sens des arbres. Ce matin, je vais distribuer les plants. Vous allez pouvoir après derrière suivre par deux. En essence, c'est quoi? Essence, là en agroforesterie, on a tout ça. On a chêne, merisier, tilleul, févier d'Amérique. Donc ça c'est ce que je disais, c'est les légumineuses qui sont un peu plus du sud. Mais l'avantage qu'elles ont, c'est que l'été, elles ne demandent quasiment pas d'eau. Donc ça ne va jamais venir concurrencer la culture qui est mise en place. Le chêne, c'est bien parce que ça fissure profondeur, donc il va chercher l'eau en profondeur. Et puis c'est des essences qui sont très mellifères. Donc pour tout ce qui va être abeille, cire, enfin toutes ces choses-là, tout ce qui est auxiliaire, c'est super intéressant. Ah bah c'est bien, merci. Moi je creuse la terre. C'est pas avec du bois et du loin. Non? C'est pas avec du bois. Donc croyons en chacun, croyons en ça, mettons les gens dans ces dispositions-là, acceptons que c'est pas effectivement l'orientation ou la vision qu'on avait eue dans la modernisation de l'agriculture d'après les années 60. Vous allez les arroser. C'est ça. Oui, on devra les arroser. Mais c'est pas grave, c'est celle qu'il faudra avoir demain. On n'a pas le choix. Donc autant le faire en conscience, comme ça nous plaît, comme on en a envie. Et ça, on peut le faire que si ce sont les hommes eux-mêmes du territoire qui le décident. Oh, une pelle. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Écoute, je viens de péter la pelle de mon grand-père. Ça, c'est les... Les phénomènes, les intérêts, on les a. Il faut que les hommes les prennent encore plus en compte et les intègrent de plus en plus dans leur quotidien. Et ils vont trouver les formes, les réponses, les façons de les ajuster, les façons de les mettre en scène, les façons de tailler, toutes ces choses-là. On va être obligé d'inventer plein de choses pour demain. Ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain, mais parce qu'on aura progressé. Mais parce qu'on aura déjà avancé aujourd'hui. On ne peut pas aller vers un lendemain plus serein en termes de capacité à produire, en termes d'adaptation et de bon niveau du territoire vis-à-vis du climat, par exemple du carbone, de l'eau, de la qualité de l'eau, de la biodiversité. Là, on est sur des dossiers mais énormes. Il y a de gros efforts à faire là-dessus. Inévitablement, il y a un moment donné, quand on parle à quelqu'un, qu'on est en dialogue, il est juste dans la réflexion de ce qu'on se dit, mais après cette réflexion-là, il la recontextualise dans un ensemble. Et aujourd'hui, ceux qui freinent cette évolution à mettre moins d'arbres ou à ne pas aller assez vite vers l'arbre, c'est le contexte global, c'est tout ce qui entoure l'homme, c'est tout ce qui entoure l'agriculteur. On a plus de difficultés à financer un projet de plantation d'arbres en agroforesterie qui va demander 10 000 € de trésorerie à l'agriculteur, il va aller voir sa banque pour un prêt court terme, que pour un bâtiment de 100 000 ou de 150 000 €. C'est pas normal. L'intérêt global, il n'est pas le même. Le risque, il n'est pas le même. C'est pas logique. Le banquier aujourd'hui n'est pas encore suffisamment sensible à ça, ne joue pas encore suffisamment son rôle là-dedans. Mais il n'y a pas que le banquier. Il y a tous ces hommes qui sont autour de l'agriculture, les conseillers de gestion, les conseillers de coopératives, les filières, toutes les filières, les chambres d'agriculture, etc.
Il y a un moment donné, il va falloir un discours clair pour que ces agriculteurs y aillent. On ne peut pas les laisser perdre de la productivité, perdre de la capacité à produire, et ne pas leur dire qu'on est d'accord sur le chemin à prendre. Une fois qu'il sera partagé par tous, qu'on l'aura affiché politiquement, avec les élus des territoires, et pas simplement un effet d'annonce le jour où il y a la réunion sur la biodiversité ou la réunion sur le carbone. Parce que c'est ça aujourd'hui. Vous mettez n'importe quelle structure dans une réunion sur carbone, sur biodiversité, sur la qualité de l'eau, etc. Ils vont vous dire oui, oui, bien sûr monsieur, oui, oui, c'est très important, il faut en faire, il faut développer ça dans l'agriculture. Et 2 heures après, dans l'autre réunion sur le projet agricole, ça n'y est plus. Ou ça y est à ce niveau-là, c'est-à-dire la dernière petite ligne du PDRR, où on a encore rogné dessus pour aller renforcer d'autres systèmes qui ne fonctionnent plus. Et à un moment de temps, on ne peut plus. Donc c'est l'homme qui est au cœur de tout ça. Donc pour nous, d'abord les hommes, les générations à venir, les enfants, les jeunes qui souhaitent se spécialiser ou s'orienter vers l'agricole, vers l'écologie, vers l'arbre. Tout ça, ce sont pour nous des personnes encore plus prioritaires en matière de sensibilisation. Puis, on a tous une famille, et dans notre famille, on a tous des oncles, des tantes, etc., qui sont agriculteurs. Donc finalement, c'est tout un chacun dans son territoire. Par exemple, au travers de plantations, on invite tout le monde. On fait des plantations, des fois, on est 20, on est 30. C'est des amis, c'est les copains randonneurs, c'est les chasseurs, c'est le club de cyclo, peu importe. Ça réchauffe les mains en plus. Quand ils ont planté ces arbres-là chez ce monsieur-là, cet agriculteur-là, on a renforcé des liens entre eux. L'agriculture qui est pratiquée sur cette ferme-là est mieux comprise. L'agriculteur est moins montré du doigt. L'agriculteur accepte plus et est plus ouvert aussi aux attentes sociétales. Donc c'est fondamental ça. Et quand on a les mains dans la terre, on est dans le vrai. Quand on est dans le froid, se les cailler des journées entières à planter, on est dans le vrai, on n'est pas dans l'incantation là encore. Donc c'est de ça. Ça c'est bien. Ça fait progresser. Ça c'est notre façon d'avancer nous. Qu'est-ce qui te motive à faire de l'agroforesterie? Ce qui m'a motivé en fait à l'agroforesterie et puis à la restructuration du ménage bocager, c'est pour faire suite un peu au remembrement qu'il y a eu, à la destruction un peu de notre bocage. Ouais. Et en fait, moi personnellement, donc je suis chasseur, et suite à ça, on a vu beaucoup la disparition de toute notre faune sauvage un peu quoi. Et donc moi je me suis dit sur mes petits 5 hectares, en fait j'ai que 5 hectares, aujourd'hui c'est quand même un enjeu, la biodiversité c'est un enjeu commun on va dire quoi. Donc je me suis dit autant agir concrètement. Qu'est-ce que je peux faire moi sur mon exploitation pour améliorer la biodiversité? Parce que bon d'accord je suis en agriculture biologique. Chaque fois qu'on a un projet de plantation, dans les 2 heures qu'on a eu ce diagnostic avec l'agriculteur, on a au moins évoqué ça, le moment de plantation, avec l'intégration de personnes extérieures à l'exploitation. Que ce soit des jeunes, des futurs agriculteurs, des chasseurs, des randonneurs, peu importe, de la famille, des amis, enfin voilà. Et puis on demande à l'agriculteur que ce soit un bon moment aussi. Parce qu'on lui donne un coup de main, etc. Mais aussi que ça soit un moment qui nous fasse plaisir et qui nous fasse un souvenir pour plus tard. Caméraman, Ah, café. Merci. Moi, je me souviens, et j'ai été frappé par ça, j'ai planté avec des jeunes que j'ai revus 15 ans après, et qui m'ont dit, on avait fait des plantations ensemble, et ces plantations-là, je suis retourné les voir quand j'ai eu mes enfants, pour les montrer à mes enfants. Là, on a tout compris et tout gagné quand c'est comme ça. C'est qu'on rentre l'arbre au cœur de la société comme un élément commun, du bien commun, qu'on s'approprie, non pas pratiquement, non pas pécuniairement, mais qu'on s'approprie dans le cœur, et qu'on va défendre. Et on va s'attacher à ces arbres-là, comme on s'attache à son territoire. Et là, je pense qu'on a réussi quelque chose quand on fait ça à Mission Bocage.
peut avoir aussi de lierre. Comme Alors, lui, en là. fait, c'est- À côté, oui. Voilà, l'autre d'à côté, par exemple. Notre chêne, il a fait son développement et finalement, le lierre, il adore les terreaux, hein, les humus. Et le chêne, il fait que d'en produire des terreaux et des humus. Et comme je vous ai dit, le fait qu'il n'y ait pas de lumière, ce H0, là, cet horizon très très unifère, il se dégrade très très lentement. Donc c'est très favorable au lierre. C'est parfait pour le lierre. C'est le seul à accepter l'ombre, le lierre. Donc on a tout fait pour que le lierre se développe. Donc c'est pas étonnant de voir le lierre grandir dans le chêne. Si le lierre grandit dans le chêne, c'est pas que le chêne est malade, c'est pas que le chêne va mourir. Il y a des fois j'entends des gens qui me disent ah, mon arbre il est envahi par le lierre. Il fait crever le... Voilà. Ça c'était ça les anciens. Mon grand-père. Il le fait crever Ouais. ou c'est qu'il est malade ou c'est qu'il n'est pas bon. Non, c'est qu'il a fait son développement et c'est que maintenant on a des conditions qui favorisent énormément le lierre, quoi. Donc voilà. Et finalement ce tétard, eh ben oui, il est gagné par le lierre. Rapidement, quand je dis rapidement, il faudra le ramener en tétard. Voilà. Mais là, il n'y a aucune nécessité de couper le lierre avant. Et justement, quand c'est ramené en tétard. Comme ça, après. Oui, mais le lierre, Oui. le lierre autour, faut le laisser ou faut tout. Faut remettre en lumière les endroits où on veut des repousses. Oui, mais le lierre, lui, il Oui, faut remettre en lumière D'accord. les Oui. endroits du chêne, pardon. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que là, il faut un peu arracher les brins de lierre, mais c'est pas la peine d'aller tout le foutre en l'air, quoi. Hein, c'est pas très gênant. Hein. Il reviendra. Hein. Il reviendra le lierre. Et celui-là, avant d'en Oui, revenir oui. à la trogne, il faudra encore peut-être une coupe successive. Bah, il en faut deux, Ah, je pense. ouais. On pense à la terre. C'est à la terre. Comment vous prenez soin de la terre, monsieur Bocage? La terre, c'est l'essentiel. La terre, c'est l'essentiel et c'est ce qu'on a beaucoup oublié en agriculture. Les agriculteurs s'intéressent à leurs plantes, à la croissance de leurs plantes. Pas à la santé de leurs plantes, à la croissance. Donc on est sans cesse en train de faire ça, d'en rajouter, de ramener ça, de faire telle technique, uniquement pour espérer gagner de la croissance. En fait, on n'y arrive pas, parce qu'on a beau, avec toutes ces affaires-là, on ne fait pas progresser ses croissances et ses rendements. Donc, il faut, moi, à mon avis, se poser d'autres questions, qui sont celles d'abord de la santé de la plante, et pour avoir une plante saine, il faut avoir un sol sain. Donc c'est la base. Et un sol sain, un sol qui fonctionne, un sol qui a sa dynamique et sa vie, eh bien c'est un sol qui va produire, et produire plus. Et pour qu'on ait ces phénomènes-là dans le sol, l'arbre ne peut pas être oublié. Il faut absolument et impérativement qu'à un moment donné, vous ayez de l'arbre. Vous ne pouvez pas vous en passer trop longtemps. Alors on y a joué, on a arraché quelques temps, on a réussi à produire, mais là ça y est, ça s'effondre. Voilà, bon, eh ben va falloir en remettre. C'est pas grave. Et l'arbre fait partie de ce qui va donner la capacité de production, de la fertilité et même de la production de la terre sur les parcelles. Les parcelles agricoles, actuellement, perdent des tonnes de terre chaque année, par l'érosion notamment. Alors qu'on pourrait avoir un mécanisme naturel de production supplémentaire de terre, la pédogénèse. Et pour ça, il faut un certain nombre de relations entre la dégradation du sol, de la roche-mère, et de l'altération de la matière organique et du transfert de matière organique, de la rencontre de tout ça. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on produit de la terre. Cette matière organique complexe, pour qu'elle puisse être transportée, etc., il va falloir de la lignine et des animaux vivants dans ce sol, des détritivores notamment, des champignons au départ, puis après des invertébrés qui vont fragmenter les particules, puis après des vers de terre, etc. Donc ça, c'est toute la vie du sol. Et on voit bien que la vie du sol, c'est ce qui va nous nourrir. Donc on ne peut pas imaginer de réfléchir à des arbres dans des espaces agricoles sans penser sol, sans penser terre, sans penser production.
On essaye de partager autant que se peut, on essaye de faire connaître, mais il faut reconnaître qu'on a encore des efforts à faire et qu'on peut être meilleur là-dessus. On fait beaucoup d'actions, d'animations. Les gens souvent nous disent « Oh, j'avais pas idée de tout ce qui se faisait. J'imaginais pas tout ce qui se faisait, etc. » Donc on a certainement à améliorer, à perfectionner, à renforcer ces aspects-là pour d'une part toucher plus de personnes, et puis peut-être aussi apprendre des nouvelles technologies, des nouvelles façons de communiquer pour ne pas avoir à refaire 10 fois les mêmes choses non plus. Quand tu veux. Bon. Ben, dans de nombreux bocages, il existe des fruitiers qu'on a d'héritage, des très vieux fruitiers qui ont des fois plus de 100 ans, dans plein de variétés, les châtaigniers notamment, comme on a là, mais aussi pommiers, poiriers, etc. Et ces arbres-là, ben, il faut en prendre soin pour qu'ils continuent à durer. Souvent, c'est des arbres qui ont été sélectionnés par les paysans d'autrefois, et ces paysans, eh bien, ils les avaient repérés quand ils allaient au champ, et ils avaient greffé dessus des variétés fruitières du territoire. Donc il faut savoir que par exemple en 1860, André Leroy, qui était pomologue, avait recensé plus de 1000 variétés de pommes et 1000 variétés de poires en France. C'est pour vous dire la diversité qui existait, chaque pays avait une grande quantité. Ces variétés, elles étaient gagnées, ce qu'on appelait gagnées, c'est-à-dire créées par multiplication locale, par sélection locale, et ça donnait à chaque fois des fruits différents. Donc on a l'héritage de tout ce patrimoine qu'il faut gérer, et chez les châtaigniers on a un souci actuellement, c'est que ces vieux châtaigniers qui ont été greffés sont souvent laissés à l'abandon, comme c'était le cas pour celui-là, et on peut commencer à s'apercevoir que la partie greffée, la partie fruitière est en train de dessécher, de mourir, par le fait que le porte-greffe, c'est-à-dire le châtaignier sauvage sur lequel on a greffé la variété, eh bien, lui a rejeté du pied et a fait ce qu'on appelle les gourmands, des réitérations puissantes qui ont pompé toute l'énergie et qui ont fatigué la partie haute. Donc il est indispensable, évidemment, comme premier acte, de couper, comme on vient de le faire, les gourmands qu'il y a au sol, tout ce qui repart du pied en dessous le point de greffe. Ça, c'est vraiment essentiel, beaucoup plus que d'aller chercher les branches mortes. Les branches mortes, elles sont mortes, elles ne vont pas redonner de la dynamique et de la vigueur en haut. Il faut absolument arrêter que cette vigueur se limite et soit orientée principalement sur les gourmands, et maintenant la réorienter vers la partie haute, la partie fruitière. Je sais pas, j'ai bafouillé un peu, hein. Ça te va? Super. André Leroy. Ouais. Alors lui, je le connaissais pas. Ah non, mais moi j'ai ces bouquins. Je les ai lus, moi, les gars. Ah ouais. Ouais. Ah, mais donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en permanence à l'esprit, et on a vraiment la volonté d'améliorer ça. Cette histoire de la communication, du partage du savoir, du partage de l'information, c'est essentiel. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, qui sont de très grand intérêt, qui peuvent rendre des très grands services pour l'agriculture, pour les territoires. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose de très pédagogique et qui touche un grand nombre. Ouais, ça c'est important. Ouais. Elle fait hier ici. Alors des dessins de trogne, il y en a des centaines, hein, de toute nature. Ça c'est du peuplier noir. Ça c'est un dessin pour une aquarelle pour montrer un aperçu de la biodiversité potentielle d'une trogne.
avec les oiseaux, chouettes chevêches, pigeons colombins, mésanges bleus, enfin hautes mésanges, puis moineaux friqués. La clématite, donc la liane qui se fume. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est le charbon rouge. Étant gamin, tous les gamins par chez nous, enfin, tu prends un rameau sec de clématite, tu le coupes entre deux sections, et puis tu as des petits porcs, et donc ça se fume comme un cigare. D'accord. Bon, je suis pas sûr qu'au niveau santé, mais bon, c'est aussi rigolo. Quoi. Non, ça c'est... comment ça s'appelle? La fuchsia, avec les fleurs. Je pense qu'on est un certain nombre à pas vouloir ou à pas accepter la fatalité, à pas vouloir rester les bras croisés, les deux pieds dans le même sabot et à dire adviendra ce qu'adviendra. On a déréglé les mécanismes de régulation climatique sur la Terre et puis voilà, on va peut-être à notre perte. Non, on est un certain nombre à pas accepter ça. Et il y en a beaucoup dans les générations futures, dans les nouvelles générations. Prenez le pouvoir, allez-y, bougez, faites-vous entendre, faites des actions. Tracassez pas, vous ferez des conneries, on en a fait, puis on en fait encore, puis on en fera d'autres. Et c'est comme ça que les choses avancent. Donc, allons-y. Le pire, c'est la fatalité, l'inertie. Enfin, je pense qu'on souffre de ça. Il y a au fond d'un certain nombre la volonté de faire quelque chose. Bon, plus ou moins forte, d'aller plus ou moins loin, mais au moins de faire quelque chose. Mais c'est cette inertie, c'est cette lourdeur. Bientôt que pour planter 30 arbres, il va nous falloir 30 documents administratifs. Mais on veut quoi? On veut des arbres ou on veut décourager les gens? Non, on a marché sur la tête sur le plan administratif, sur le plan des exigences, et on ne regarde pas les objectifs ni les résultats. On veut absolument se border quand on soutient avec des fonds publics de la dépense publique par rapport à des choses éligibles, mais pas à leur efficacité. Les arbres, ils sont sur le terrain, ils sont plantés. Et ben voilà, c'est parfait, ils poussent, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir 30 certificats, des certificats de tel arbre, de telle espèce, de tel truc? C'est notre boulot, la technique, on va pas aller planter un arbre qui va pas y venir. On n'a pas besoin d'aller justifier avec 3 documents administratifs. Si l'arbre, il n'est pas adapté, on va sur le terrain, on va vite le voir. La sanction, elle est immédiate. S'il est suradapté, il va prendre le dessus des autres. S'il est sous-adapté, il va mourir. L'agriculteur qu'on a conseillé, ça ne va pas lui faire plaisir. Il va nous le dire, il va nous le faire savoir que ça dysfonctionne. Donc notre conseil, nous, il est forcément basé sur ce qui fonctionne, sur les mécanismes qui ont été éprouvés par la végétation locale, par la biodiversité locale. On ne va pas s'amuser à aller chercher tout et n'importe quoi. Donc voilà, partant de là, on pourrait faire beaucoup plus de développement et rassembler beaucoup plus finalement d'envie, y compris des générations futures, si on leur mettait pas une chape sur ces aspects-là. Je ne fais pas de parallèle, mais en ce moment, ce qui se passe avec le développement de la vaccination, c'est un bel exemple. C'est quoi la vaccination ? C'est effectivement demander à la personne si elle est en bonne santé, si elle a des sensibilités à telle chose, et si elle est favorable à être vaccinée. On n'a pas besoin de passer par tout un protocole qui va demander 15 jours pour une personne. Donc après, effectivement, on ne vaccine pas. Donc c'est pareil pour le développement. Dès lors que tout développement doit passer d'abord par un cadre administratif qui est géré d'une façon très empirique, avec le niveau européen, puis le national, puis le régional, puis le départemental et le local, eh ben vous passez ça à la moulinette et chacun sort le parapluie pour se couvrir, pour prendre aucun risque, et vous arrivez au document qui a été produit sur la vaccination où il fait 45 pages pour vacciner des personnes pour une vaccination en EHPAD, c'est quand même affolant. Et on a la même chose sur les arbres. Depuis des années. Donc voilà, il y a un moment de temps, la révolution douce, appelée nécessaire pour les arbres et l'agroécologie, elle va se faire dans les campagnes. Les agriculteurs sont prêts. Il faut simplement qu'on leur donne le cadre favorable à ça. Ça, c'est indispensable.
Voilà Maxime. C'est bien, c'est bien. Léegi sama goro takatu sey doole bosa yor ndaw si le bay coro nee na kenn mayeetu la jabar si dara goro de weex na xat kàddu dëgg moo ko tax a seede saa yu ñu bëgg takk sey bu dëgg mu tee ñu mel sonn da bita ko la woyo wala net ko fi samba goru choro joro imam nya ku fa bita ko la woyo wala net ko fi o samba goru choro joro imam nya ku fa Tu veux dire? Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui. Merci. Et puis bah, j'espère que vous prendrez bien soin de la planète. Pouce bleu. Merci. Tu veux dire quelque chose? Vous pouvez planter des arbres, regarder cette vidéo et essayer de planter des arbres. Merci. Merci.